Eh bien voilà, il est 12h30, l'heure de commencer ce webinaire. Donc je suis avec Vincent Baggioni, qui est animateur énergie partagée dans la région sud, la grande région sud. Il témoignera en fin de prise de parole sur la dynamique qu'on a réussi à mettre en place justement en région sud autour des formations. Je vais vous présenter rapidement le contenu de l'offre de formation d'énergie partagée, puis on verra ensemble comment organiser, comment profiter d'une session de formation. Et puis, on fera un petit bilan sur l'année 2019 là, qui se termine avec une année record. Et donc, on célébrera un petit peu et puis on essaiera de comprendre comment ça a pu aussi bien marcher cette année, justement avec le témoignage de Vincent. Vous pouvez bien sûr poser vos questions sur l'onglet Converser. Alors, je réponds à Olivier qui m'interpelle sur le fait qu'on s'entende ou pas. Il s'agit d'un webinaire, donc pour ce qui est des spectateurs, donc vous pouvez interagir par écrit seulement sur l'onglet Converser, mais n'hésitez pas à le faire. Je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent ou à la fin de certaines parties. Donc, je vais commencer tout de suite par vous décrire un petit peu l'offre de formation pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, l'offre de formation, elle est constituée avant tout de 7 modules transversaux. Quand on dit des modules transversaux, on veut dire qu'ils ne sont pas dédiés à une filière en particulier, mais qu'ils fonctionnent en fait pour la plupart des filières, à part des filières très spéciales comme la géothermie ou comme la méthanisation. On verra justement pourquoi on a créé des formations à part à ce sujet-là, qui ont des modèles un petit peu différents. En tout cas, pour tout ce qui est des autres filières, ces 7 modules sont adaptés. Donc, on a un module 1 qu'on appelle découverte, qui est là pour toutes et tous, que ce soit des agents de collectivité, des professionnels, mais aussi des citoyens, citoyennes qui sont intéressés déjà par l'idée de monter un projet d'énergie renouvelable sur son territoire et monter ce projet d'énergie renouvelable, bien sûr, dans une dynamique citoyenne qui implique donc un certain nombre de choses particulières. Ensuite, pour les groupes constitués, on a 2 modules qui sont donc les modules 2 et 3 qui permettent à des groupes constitués qui viennent de se monter, de progresser dans le cheminement vers un projet d'énergie renouvelable par une chose qui est fondamentale, qui est la communication et la mobilisation autour de son projet pour élargir le groupe porteur du départ. Et puis aussi tout de suite un module dédié à la vie du groupe en lui-même, qui est le module 3 d'organisation et de dynamique du groupe, parce que un groupe qui se lance dans l'aventure de constituer un projet d'énergie renouvelable citoyen, c'est un groupe qui va vivre différentes étapes, passer d'une logique plutôt associative à une logique entrepreneuriale et qui va vivre sur le long terme. Donc, il faut tout de suite prendre des bonnes habitudes en termes de gouvernance, en termes de partage des compétences, partage des valeurs, etc. Et ça, c'est justement le rôle de ce module 3 qui se penche vraiment sur prendre soin du groupe, en fait. Ensuite, une fois que ces premières étapes sont franchies, bien sûr, pour les groupes qui sont en structuration ou en développement, le développement étant une phase particulière du projet où on passe plutôt de l'idée à la concrétisation du projet. Là, vont venir se poser un certain nombre de problématiques plus techniques. Donc, on aborde dans un module 4 le co-développement qui permet d'envisager un développement partagé à plusieurs, en général pour des projets d'envergure, et parfois avec des opérateurs privés. Mais chose qu'il ne faut pas forcément s'interdire et qui permet de réaliser
malgré tout des projets qui cochent toutes les cases des projets citoyens. Le module 5 qui est là très important, puisqu'on va passer d'une association de préfiguration qui regroupe en général le groupe porteur au début, à une structure juridique qui va porter le projet en lui-même, porter ses investissements, porter sa dette. Et là, il faut créer une société. Et donc, c'est le rôle du module 5 d'expliquer justement la structuration juridique et financière de cette société de projet qui va concrètement porter tous les investissements du projet en lui-même. Et une fois que le projet est structuré, qu'il a une forme juridique, qu'il est, comme on dit, capitalisé, à ce moment-là, il va falloir lever une dette pour compléter le financement. Et ça appelle des compétences en matière financière. Et c'est justement le rôle du module 6. Donc le module 6, c'est le module qui va permettre justement de franchir cette étape de lever de la dette en présentant un business plan en bonne et due forme, etc., etc. Pour certains modules aussi, pour certains projets aussi, notamment des projets d'envergure dans l'éolien ou dans la méthanisation ou dans d'autres filières un peu controversées, on a un module de concertation, alors qu'on n'est pas obligé de faire à la fin, qu'on peut faire aussi dès le début, pour prendre le pouls du territoire et puis travailler sur l'acceptabilité sociale de son projet. Voilà, donc ça c'est les 7 modules qui sont vraiment transversaux, communs à plusieurs filières. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces modules, les programmes, les outils pédagogiques, etc., tout ce qui est utilisé pour construire ces modules sur le lien que je vous ai mis. Alors bien sûr, je partagerai ce support, hein, vous pourrez l'avoir, qu'on a créé cette année un nouveau module. Je vous en parlerai juste après avoir justement évoqué en fait les modules par rapport aux phases. Vous avez bien compris, si vous m'avez écouté précédemment, que le module 1 il est essentiellement sur la phase d'émergence. C'est ce qui permet un peu d'avoir le menu global de tout ce à quoi on va être confronté pour lancer son projet. Les modules 2 et 3, eux, ils sont transversaux à toutes les phases, puisqu'il faut toujours communiquer et toujours prendre soin du groupe durant toute la vie du projet, avec des phases plus ou moins intenses, on va dire. Mais en tout cas, c'est bien des modules transversaux aux différentes phases. Puis, on a bien compris que les modules 4, 5, 6 et 7 sont plus liés à la phase de développement, c'est-à-dire la phase où on passe d'une idée à un projet, d'une association à une entreprise. Voilà. Donc, c'est tous ces modules-là qui vont vous accompagner. On peut aussi reclasser ces différents modules par parcours. Donc, vous avez plusieurs types de parcours. La structuration d'un projet citoyen, donc avec le module 1, le module 2 et le module 3, qui permet vraiment de poser les bases. Ensuite, tout ce qui est montage juridique et financier avec le 5 et le 6. Et puis, le cas particulier des projets de taille industrielle ou des projets d'envergure qui sont gérés notamment avec le module 4 de co-développement et le module 7 de concertation. Alors, bien sûr, si vous avez des questions par rapport à ces 7 modules, je suis tout à fait prêt à y répondre. On a lancé, alors c'était en phase de finalisation l'an dernier, c'est maintenant tout à fait opérant, des outils pédagogiques pour animer ces différents modules. Donc en fait, ces outils pédagogiques, c'est notamment 4 jeux. On s'est aperçu en fait que précédemment, on faisait souvent des modules très descendants, avec un contenu et puis très descendant, et les résultats n'étaient pas forcément tout à fait satisfaisants sur qu'est-ce qu'on en retenait et comment les gens le recevaient, ce contenu un peu formaté. Du coup, on a travaillé sur ludifier, ce qu'on appelle ludifier, transformer en jeu en fait des parties de ces modules descendants, de façon à les rendre plus horizontaux et plus agréables à vivre.
et avec des résultats aussi spectaculaires sur la mémorisation des journées de formation. Alors, par exemple, sur le module 1, il est maintenant entièrement articulé sur un jeu de cartes, en fait, qui consiste à placer en fait différentes cartes qui correspondent à des actions à faire pour monter un projet d'énergie renouvelable citoyen, et de les placer en fonction de différentes phases du projet et aussi de diverses dimensions techniques, financières, mobilisation que peut avoir le projet. Donc ça, c'est un jeu qui permet aujourd'hui d'assurer la colonne vertébrale intégralement sur le module 1. Là, on a un jeu de cartes aussi pour faire un diagnostic de territoire partagé et cartographier les ressources, les contraintes qu'il peut y avoir autour d'un projet. Ça, c'est un outil qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais qui est très utile, qu'on peut tout à fait mettre en œuvre, par exemple, pour le module 2 de communication, où on a besoin justement de savoir où sont ses cibles, connaître bien son territoire, et aussi pour le module 7 de concertation, où, pareil, la connaissance du territoire est clé. On a un jeu aussi qui s'appelle En Risque, qui est vraiment un jeu, pour l'avoir fait plusieurs fois, où on finit tout excité avec les oreilles toutes rouges, tellement on est rentré dans le jeu. Un jeu particulièrement sympa à faire et qui permet de comprendre en fait comment on peut, avec un projet au départ, faire rentrer différents acteurs, et notamment des acteurs qui vont nous aider à co-développer, à passer des étapes plus rapidement, tout en conservant la gouvernance et la maîtrise de son projet. Donc c'est un jeu qui est particulièrement adapté au module 4 de co-développement, puisqu'il permet d'anticiper justement ces phases où on va devoir faire des choix entre partager la gouvernance et en même temps avoir recours à des compétences qui vont nous permettre de franchir des étapes. Voilà. Et ensuite, le dernier jeu, c'est un jeu de rôle en fait, qui permet de se mettre dans la peau de différentes composantes du capital d'une société de projet citoyen, et d'expérimenter vraiment ce qu'est la vie d'une société. Et donc de rendre très vivant le module 5 de structuration juridique des sociétés de projet. Puisque là, on vit en fait l'expérience d'être au capital et aux décisions des sociétés de projet. Donc voilà pour ces outils ludiques. Vous pouvez en savoir plus. Je vous ai mis un lien sur ces jeux que non seulement nous, on met en œuvre durant les modules de formation, mais que vous pourrez aussi vous procurer pour vous-même après devenir animer ces jeux qui peuvent vous servir sur votre territoire pour mobiliser ou faire monter en compétence des groupes locaux. Alors, le nouveau module justement qu'on a lancé cette année, en milieu d'année, pas encore réalisé une journée de formation, mais ça dépend justement de la demande. Donc, comme je vous disais, on a 7 modules qui sont transversaux sur les différentes filières. Et puis, il y a certaines filières où c'est quand même particulier. La méthanisation est une filière justement particulière, que ce soit par les acteurs qui sont mobilisés, que ce soit également par la sécurisation des intrants, par le modèle économique, par une certaine contestation aussi autour de cette filière. Donc, l'idée a été de tester justement ce premier module d'une journée pour voir comment on peut précisément s'impliquer dans un module, dans un projet de méthanisation, et avoir tout de suite les réflexes adaptés à cette filière particulière. Donc là, vous pouvez vous rendre bien sûr sur le site internet pour voir
détails, hein, de tous les détails de ce module, de ce qui est abordé, si cette technologie-là vous intéresse ou si elle est d'actualité sur votre territoire. Et puis, durant l'année, on a créé avec donc Suzanne Renard, qui s'occupe de ce module, 2 ressources qui sont des bonnes introductions justement à cette journée de formation. C'est 2 webinaires que vous pouvez voir et revoir. Un qui est sur le montage de projet et le rôle des acteurs publics. On les a fait, ces 2 ressources, avec le CNFPT, parce que dans la méthanisation, il y a souvent une forte implication des collectivités territoriales. Du coup, vous pouvez voir ces 2 webinaires. Le premier donc sur le montage de projet, le rôle des acteurs publics. Puis le deuxième sur quelque chose qui est clé aussi, c'est l'appropriation locale et les outils qui sont à disposition des collectivités pour travailler sur cette appropriation locale qui est clé dans la réussite d'un projet de méthanisation. Donc là, vous retrouverez dans le document que je vous laisserai tous les liens pour revoir ces 2 webinaires d'1 heure, assez rapides, mais qui posent vraiment tout le cadre qui permet de profiter à plein de la session de formation qui reste donc à définir. Hein. Ce sera pour l'année prochaine, certainement. Et je vous expliquerai justement un peu plus loin comment déclencher une session de formation si elle vous intéresse. Alors, vous avez compris l'offre de formation, 7 modules qui correspondent à différentes phases, qui correspondent à différents moments aussi de la vie d'un groupe, à différents types de projets aussi. Un module spécialisé sur la méthanisation, mais comment faire pour déclencher ces modules et assister à une journée de formation. Donc en fait, il y a 3 modes d'organisation d'une formation. Il y a déjà les formations qu'on organise nous, énergie partagée. Alors en fait, tous les modules que je vous ai décrits en fait sont constamment ouverts aux préinscriptions. Donc vous pouvez vous préinscrire toute l'année. Ça indique juste que vous avez ça n'engage pas plus que ça, mais ça indique que vous êtes intéressé par tel et tel sujet. Nous, dès que le nombre de personnes est suffisant, en général c'est entre 7 et 10 personnes, on va définir avec les 7 ou 10 personnes préinscrites la meilleure date possible. Et en général, on organise une session à Paris. Pourquoi à Paris? Parce que malheureusement, ça reste l'endroit le plus accessible de France. Et du coup, c'est plus facile pour tous les préinscrits qui ne sont pas forcément tous de la même région. On se retrouve à Paris pour une date qu'on a définie ensemble. Alors le prix donc, il est de 600 € pour les agents des collectivités et les salariés, avec la possibilité pour certains salariés, et là je vais faire tout de suite un petit focus là-dessus, sur les droits à la formation, d'une prise en charge par ce qu'on appelle aujourd'hui les OPCO, les opérateurs de compétences, dans le cadre du droit à la formation professionnelle. Donc en fait, pour les agents de collectivité, malheureusement, il n'y a pas de mécanisme de remboursement, mais pour les salariés, il y a la possibilité d'avoir ces 600 € remboursés. Si ce n'est pas le cas, on peut bien sûr appliquer des tarifs préférentiels en fonction des cas de chacun. Et en tout cas, on réserve un tarif préférentiel pour les membres de collectifs citoyens adhérents à Énergie Partagée. Donc pour eux, c'est 100 €. Voilà. Donc ça, c'est la première manière en fait d'organiser une session de formation. S'inscrire se préinscrire sur le module qui vous intéresse. Dès que le nombre est requis, je vous contacte, on définit une date ensemble, et puis après, voilà, c'est les conditions suivantes qui s'appliquent. Alors, un petit focus quand même sur les droits à la formation. Donc, pour tous les salariés qui nous écoutent, sachez que votre employeur verse chaque année une cotisation pour la formation de ses salariés.
et ils versent en fait ces cotisations à des opérateurs de compétences agréés, ce qu'on appelle aujourd'hui des OPCO, ce qu'on appelait des OPCA avant, sauf pour la fonction publique où là c'est le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale qui collecte cette cotisation. Donc, pour les salariés de la fonction publique territoriale, sachez qu'on a des accords avec le CNFPT, qu'on anime 3 stages. Vous retrouverez sur le planning des formations déjà les 3 stages qui sont posés pour l'année prochaine. En gros, ces 3 stages regroupent à peu près les 7 modules que j'évoquais tout à l'heure, à peu près. Ils sont regroupés parce que c'est des stages qui sont entre 2 et 3 jours présentiels. Mais sachez qu'en tout cas pour 2020, vous pouvez déjà vous préinscrire et vous inscrire sur ces stages. Pour les autres, on a un accord maintenant avec Enercop Languedoc-Roussillon. Précédemment, on avait avec l'Institut de Mégawatt. Et pour des raisons de commodité, d'être plus proche en fait du groupe du groupe qu'on représente, de l'écosystème qu'on représente avec Enercop, on a changé de partenaire. On travaille maintenant avec Enercop Languedoc-Roussillon, qui est un organisme de formation qui a l'agrément pour bénéficier de la prise en charge par les opérateurs de compétences, les OPCA, que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, les 600 € qu'on va vous demander, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'Enercop Languedoc-Roussillon va vous accompagner votre employeur pour que ces 600 € soient pris en charge par l'organisme de formation auquel vous appartenez. Alors, il existe, bon, il y a plusieurs, la formation professionnelle, c'est un domaine assez compliqué, touffu. Sachez que globalement, notre programme, il est plutôt éligible dans le cadre du plan de formation et qu'il y a 2 possibilités pour activer ça. C'est ce qu'on appelle l'adaptation au poste de travail. Donc, c'est sur le temps de travail et vous percevez la rémunération habituelle. Ou sur ce qu'on appelle le développement des compétences. Là, c'est sur le temps de travail aussi. Et ou hors du temps de travail avec une différence d'allocation que vous allez recevoir en plus du prix de la formation. Voilà. Et tout ça, on peut vous l'expliquer le cas échéant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez en tout cas que grâce à notre partenariat avec Enercop Languedoc-Roussillon, les formations énergie partagée sont éligibles au remboursement par les OPCO. Et que donc Enercop Languedoc-Roussillon vous accompagne pour la constitution de ces dossiers. La chose qui est vraiment, vraiment importante à savoir, c'est que les OPCO, elles attribuent les fonds au fur et à mesure des demandes. Donc, ça se passe sur une année calendaire. Donc là, actuellement, il n'y a quasiment plus rien à distribuer puisque toutes les demandes ont été faites déjà quasiment. Et donc, c'est très important d'anticiper vos besoins de formation quand vous voulez rentrer dans ce cadre-là et le faire le plus tôt possible de façon à ce que nous, on puisse solliciter les OPCO le plus en amont possible et que vous ayez le plus de chances possible d'être remboursé. Je referme la parenthèse. Donc, on était toujours dans la première façon d'organiser une formation. Donc, se préinscrire, avoir le nombre de personnes préinscrites suffisant et déclencher l'action de formation avec ou non prise en charge par les OPCO. Deuxième possibilité, lorsque vous êtes soit une structure associative référente, soit un professionnel, soit une collectivité, c'est d'acheter en fait à Énergie Partagée une prestation de formation. Donc là, vous achetez en fait le temps du formateur, l'adaptation du module à vos besoins spécifiques. Donc là, le prix pour une journée, c'est 1 750 €. Alors, pour ceux qui ne sont pas des professionnels de la formation, sachez que c'est tout à fait dans ce qu'on appelle les prix du marché. Donc c'est tout à fait classique. Nous, pour des questions de simplification, on dit que c'est un forfait, donc ça comprend tout. Le déplacement, la préparation, l'exécution et toutes les tâches administratives. Donc c'est 1 750 € point.
C'est en plus net de taxes puisque l'association n'est pas soumise à la TVA. Donc, voilà, donc c'est très simple, transparent. Et que si vous calculez bien, si vous avez 3 stagiaires, par exemple, d'une collectivité qui veulent assister à ou faire un module, ben, elles vont payer 3 fois 600 €. Alors que si vous faites une session sur mesure, ben, du coup, ça, à partir de 3 stagiaires, ça devient plus avantageux. Voilà. Et après, en tant que tiers organisateur, c'est-à-dire si, par exemple, la région Grand Est organise avec nous une session de formation sur le module 4 de co-développement, par exemple, elle achète la session de formation 1 750 € et après, elle est libre de faire ou pas une grille tarifaire qui va être ouverte à d'autres. Par exemple, elle veut former 5 agents, mais il reste une dizaine de places qu'elle va pouvoir ouvrir en région Grand Est à un tarif sur lequel elle est absolument libre de faire, hein, puisque c'est elle l'organisatrice finalement, nous on est juste prestataire. Donc voilà une deuxième façon d'organiser une formation. La première, nous on organise, vous venez, et là c'est votre structure organise et vous mobilisez en fait les participants. Puis il y a une solution un peu hybride qui est la troisième mode d'organisation, qui est en fait de profiter de places libres dans certaines sessions, sur mesure. Un exemple, ça revient un peu à ce que je vous expliquais avant, mais par exemple, là, si vous allez sur le planning des formations du site, je vous ai mis d'ailleurs le lien dans l'onglet conversation, et vous apercevrez qu'il y a certaines sessions qui sont en fait organisées par des tiers. Là, par exemple, le 27 novembre, à Montpellier, il y a un module 6 qui est organisé donc, sur la compréhension des mécanismes de financement des projets d'ENR de territoire. Il est organisé par le réseau Éclair, c'est noté, vous pouvez le voir. Et Éclair a sûrement 5 personnes à former, mais réserve 10 places pour des gens qui sont en dehors ou complémentaires à ce territoire. Voilà. Donc ça, et bien sûr, là, ils l'organisent avec leur grille tarifaire, et leur grille tarifaire est particulièrement avantageuse, puisque là, pour participer à cette journée, ça ne coûte que 30 €, puisque eux peuvent bénéficier d'un certain nombre de subventions que nous, Énergie Partagée Nationale, ne pouvons pas avoir. En tout cas, ça reste la troisième façon intéressante de participer à un module. Donc aujourd'hui, on a un outil au sein du mouvement Énergie Partagée qui est le planning partagé des formations. Et donc ça vaut le coup d'y aller assez régulièrement pour voir quelles sont les formations qui sont planifiées et pouvoir participer. Là, pour le coup, c'est pas toujours à Paris, mais ça vaut parfois la peine de voir où sont organisés les différents modules sur le territoire. Donc, il est 13 h, je continue rapidement sur le bilan, puisqu'on a fait une très très belle année 2019, avec 40 sessions organisées. C'est du jamais vu. On avait fait assez fort en 2017 avec 25 sessions. Mais là, on a vraiment pulvérisé ce record de 2017. Alors, pourquoi j'ai trouvé un certain nombre d'explications. Alors, quand on regarde sur les différentes régions, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de disparités régionales encore, entre, par exemple, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Bretagne, avec 4 ou 5 sessions de formation qui sont organisées, ou le Grand Est ou la Normandie avec une seule session. Bon, ça s'explique en partie par la maturité des réseaux régionaux qui sont en place. Hein. En l'occurrence, en Bretagne, c'est un réseau historique qui est en place, en Occitanie aussi. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on profite aussi d'un travail qui avait été fait initialement par Arnaud Foulon, donc, et puis repris depuis cette année par Vincent, qui témoignera justement de comment il a réussi à mettre en place cette dynamique autour de la formation.
Voilà, ça fait presque quasiment tout le territoire qui a été couvert par au moins une session de formation, à l'exception encore des Hauts-de-France où on n'a pas encore de réseau structuré pour l'émergence. Et à noter aussi qu'il y a des partenariats qui sont assez structurants et qui fonctionnent bien, avec notamment la FNCCR qui forme ses membres par notre intermédiaire. On avait 3 sessions cette année, en 2019, on en aura 4 l'an prochain. On a formé aussi les agents du ministère par l'intermédiaire de l'IFOR, leur organisme de formation. On avait 2 stages cette année, dont un là, qui va avoir lieu en décembre avec le CNFPT, et puis on en aura 3 l'an prochain. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui se développe. Plus des ateliers en entreprise. On a notamment travaillé avec le comité d'entreprise de Capgemini, où on a fait des actions de sensibilisation de premier niveau avec le documentaire Après-demain qu'on a diffusé sur les 7 plus grands sites de Capgemini en France. Voilà, donc c'est toutes ces actions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette année où franchement la formation a atteint un bon rythme de croisière. Alors bien sûr, ça se fait avec ce qu'il faut aussi comprendre dans le mode d'organisation des formations, c'est que c'est un lien très étroit avec les réseaux régionaux. C'est ce que je vous expliquais aussi par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'il y a un besoin de formation, il faut bien sûr prévenir son animateur régional. C'est lui qui va après organiser concrètement la réponse à ce besoin, et en mutualisant éventuellement avec d'autres régions, en se débrouillant au mieux par rapport à tous les modes de réponse possibles. Et donc, l'interlocuteur principal, quand vous êtes une collectivité, quand vous êtes un professionnel, quand vous êtes simple citoyen porteur de projet, c'est de contacter son animateur régional. C'est pourquoi je vous ai remis cette carte de tous les interlocuteurs régionaux que vous pouvez trouver aussi sur le site. Mais au moins, vous l'aurez là et vous saurez qui exactement appeler si vous avez un besoin de formation. Dernière slide de cette petite célébration de 2019, c'est les thèmes, bien sûr. Je vous ai décrit 7 modules et quels sont les plus demandés. Et l'émergence, ça reste le module 1, le module découverte, reste celui qui est le plus demandé, le plus organisé, avec 42%, une bonne quarantaine de pourcents des sessions, de toutes les sessions organisées. Donc, ça correspond bien à l'ADN du mouvement énergie partagée, hein, de favoriser l'émergence de projets d'énergie renouvelable de territoire. Et puis ensuite, c'est une petite surprise, mais en tout cas, c'est sur des projets certainement plus avancés. Le deuxième, tout de suite, c'est certainement notre module le plus technique sur le financement. On ne s'attendait pas forcément à le retrouver si haut, mais c'est une vraie demande pour des gens donc plus avancés qui ont franchi déjà un certain nombre d'étapes. Et certainement que c'est plus logique de retrouver la communication en troisième thème, puisque là encore, ça correspond quasiment au deuxième pas à franchir une fois qu'on s'est intéressé sur qu'est-ce qu'un projet d'énergie renouvelable. Avec le module 1, on va ensuite sur le module 2 en se demandant comment on va parler de son propre projet, comment on va mobiliser autour de son propre projet. C'est là qu'on trouve le module de communication, le module 2. Voilà, pour les autres, c'est une répartition à peu près égale entre le juridique, l'organisation, le co-développement et la concertation. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais tout de suite poser des questions. On l'a vu, je vais revenir sur
sur la carte qui montre toutes les actions de formation qui ont été faites par le mouvement Énergie Partagée, pas seulement Énergie Partagée Association, mais aussi tous les réseaux régionaux partenaires. Et pour voir quand même qu'il y a en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud, comme un petit mouvement avec 5 formations organisées cette année. Et donc, l'animateur est là avec nous, c'est Vincent. Et donc, Vincent, comment tu expliques, toi, qu'il y a eu un tel appétit pour les formations cette année en 2019? Donc, merci de me donner la parole, Julien. Voilà, je suis un tout petit peu gêné de cette mise en avant de la région, de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense que il y a aussi des effets. Il n'y a pas que les effets dus au travail de l'animateur sur la région. Je pense qu'il y a des effets contextuels qui expliquent peut-être ce nombre important de formations qui ont été réalisées cette année dans la région, sachant qu'il y a d'autres régions à côté qui sont tout près du score que j'ai pu réaliser, que ce soit la région Occitanie, je voyais, ou la région de Bretagne, les 2 à 4. Voilà, je pense que je reviens. Je pense qu'il y a 2 raisons particulières qui expliquent peut-être le plus grand nombre de formations réalisées ici. Je pense d'une part, il y a des effets contextuels quand même qu'il faut pas négliger. D'une part, parce que la mission d'animation n'avait plus lieu depuis plus d'un an, 1 an et demi sur la région. Donc, on peut penser aussi que on avait des porteurs qui étaient un peu déformés, on va dire, il y avait des besoins de formation qui étaient forts. Il n'y avait pas eu depuis très longtemps des formations sur la région, d'une part. Et donc, d'autre part, peut-être aussi le fait que j'ai mis un process de mise en place des formations qui suivaient l'émergence de porteurs qui avaient été construits auparavant par une mission qui avait été faite en Marseille sur la métropole Aix-Marseille avec Enerpop Placa, qui a visé l'émergence de nouveaux porteurs et qui tout de suite, en fait, au début de l'année 2019, manifestaient des besoins de formation et que le programme a été construit au regard des besoins actuels et futurs de ces porteurs sur l'ensemble de l'année pour les faire monter en compétences. Ça correspond beaucoup à la description qu'a pu donner tout à l'heure Julien, 2 modules finalement qui veulent suivre une progression dans cette montée en compétences. C'est par le module 1, qui est un peu un module de sensibilisation, puis après les autres modules finalement qui apportent les différentes capsules, les différentes briques qui composent finalement l'ensemble du spectre de compétences qui sont attendues chez les porteurs pour pouvoir mener à bien leur projet. C'est vrai. Alors, je m'arrête là-dessus. Juste, oui, c'est quoi la dynamique? C'est des porteurs que tu connais, que tu vas fréquenter et qui vont te demander quelque chose? Ou alors c'est toi qui connais tes porteurs et tu te dis, tiens, ce serait bien que je leur propose quelque chose? Comment ça se passe? C'est un peu les deux? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le 2, c'est plutôt moi qui connais mes porteurs et qui construit un programme de formation en me disant, bon, finalement, là, ils sont en train de monter. Donc, en premier, je vais faire ça. En deuxième, je vais faire ça. En troisième, je vais faire ça. Et ce calendrier annuel des formations, j'essaie de le transmettre aux porteurs petit à petit pour que eux se projettent dans cette montée en compétences. Donc, ça a commencé par le module 5, il me semble, sur la structuration juridique, parce que je me suis dit, ça va être le premier besoin que vont ressentir les porteurs, c'est de comment on se structure juridiquement. Et c'est vrai que dans l'organisation, c'est une des premières questions qui ressort, mais c'est quoi notre support juridique, SAS, association de préfiguration, toutes ces questions-là, on sent qu'elles émergent souvent en premier dans la structuration. Sachant que, petite parenthèse, moi, dans l'émergence des porteurs, le module M1, je le fais moi-même, en fait, porteur par porteur. D'accord, oui, de toute façon, on n'a pas un M1 collectif sur l'ensemble de la région. Le M1, en fait, c'est dans la structuration des porteurs, des collectifs qui émergent sur le territoire, sur conseil d'Olivier d'ailleurs,
je vous remercie. Voilà, la première action, c'est de leur faire découvrir les énergies renouvelables citoyennes. Et donc, je fais un M1 personnalisé de 2 heures avec eux, une soirée, ce qui permet eux, ils comprennent tout de suite finalement l'ensemble de l'infrastructure, des compétences nécessaires. Et après, dans les formations collectives, donc à l'ensemble des collectifs qui émergent, ils vont avoir besoin d'une structuration juridique. Tiens, ils vont avoir besoin d'une structuration financière. Tiens, ils vont avoir un problème autour de la collecte. Là, par exemple, le module collecte, il arrive demain, après-demain, vendredi. Et en fait, il suit le processus de structuration de ces collectifs. Maintenant, en fait, ils commencent à avoir des projets qu'ils ont fabriqués et il va falloir trouver de l'argent pour les financer. D'accord. Donc, toi, en fait, si je comprends bien, donc tu avais déjà un territoire qui avait déjà été un peu travaillé, tu avais, des gens qui avaient des collectifs qui avaient déjà émergé. Tu continues à les faire émerger finalement en fractionnant le M1, le module 1, et en l'individualisant. Et en fait, tu vas organiser des temps collectifs d'animation à travers les formations. Et aussi, tu m'expliquais aussi dans ton appétit finalement à vouloir organiser ça, c'est que c'était pas seulement des moments de connaissance, c'était des moments aussi de structuration du réseau régional finalement aussi, par les rencontres qui s'opèrent pendant ces temps-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est important, mais bon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'animateurs qui soient en ligne là. Mais c'est vrai mais pour les porteurs, il faut comprendre que c'est pas seulement un moment où on va récupérer des contenus et des savoirs sur des thématiques particulières, c'est aussi des moments de rencontre avec des porteurs, avec des alter ego, que ce soit des collectivités territoriales, mais aussi d'autres porteurs, d'autres groupes d'habitants, et où on va échanger ensemble des facettes du projet, pas seulement la thématique du jour de la formation, mais aussi les autres dimensions du projet. Et on voit bien que c'est des moments qui sont fondamentaux et qui sont demandés par les porteurs. Donc, c'est aussi important d'avoir des moments un peu informels durant les formations, le temps du repas en particulier, on peut avoir des pauses qui permettent justement ces échanges entre porteurs qui vont bien au-delà des simples de la formation. Ok, et le rôle des jeux aussi, dans les différents modules que tu as pu observer, ça permet aussi justement de favoriser ça un petit peu. Pas tellement les jeux. Moi, je suis pas. Non, je suis désolé. Je suis sincère. Moi, le jeu marche très bien. Le Freeze, qui est le M1, qui est le jeu du M1, il marche très très bien. Moi, je l'utilise dans l'animation du groupe individuel. Après, aujourd'hui, moi, j'ai très envie de monter le module Codev pour mettre en place le jeu sur le co-développement. Ouais. C'est dans mon scope pour 2020. Je vais faire ça. Maintenant, voilà, que ça débute. D'accord. Et dernière question que je voulais te poser par rapport à ça, est-ce que toi, en tant qu'animateur qui suit tes projets, etc., tu sens qu'après les formations, il y a certains caps, des caps qui sont passés? Alors, je sais que c'est dur à quantifier, mais est-ce que tu sens que ça opère, qu'il se passe quelque chose après les formations? Je sais qu'on en a organisé ensemble en début d'année, donc là, il y a maintenant un peu de recul sur ces premières formations qui avaient eu lieu. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui se passent après? Oui, non, c'est assez évident. Aujourd'hui, moi, j'avais 5 porteurs en émergence début 2019 et aujourd'hui, 4 de ces porteurs aujourd'hui vont sûrement sortir des projets de terre. D'accord. En 2020, et c'est en grande partie dû au contenu qui ont été transmis lors des formations. Donc, on voit bien à chaque fois qu'il y a des étapes, des marches qui sont montées par les porteurs qui va jusqu'à leur autonomisation. Après, il y a d'autres actions qui participent de ça, mais la formation, c'est un faisceau en fait de montée en compétences parmi d'autres faisceaux qui sont apportés par l'animation. D'accord, oui, notamment dans les autres faisceaux qui sont tout à fait complémentaires, c'est tous les échanges qu'on peut avoir après sur les différents ateliers thématiques, tous les échanges qu'on peut avoir avec des gens qui sont déjà passés par là, les retours d'expérience, etc. Mais on en profite d'autant mieux qu'on a une trame un peu théorique qui est fixée. Effectivement, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais
voulais raconter sur ce thème de la formation ou... Je pense on n'a pas forcément conscience du moment que ça fait. C'est-à-dire que c'est un moment qu'on a préparé souvent en amont dans sa tête. C'est tiens, je vais dans mon process de monter en compétences, je sais que dans 3 semaines, dans un mois, il y a cette formation qui est là, qui arrive. Donc, je me prépare en termes de formation. Puis après, il y a ce moment-là, qui est un moment qui est très fort hein, quand même. Hein. À chaque fois, on est sur 6 heures quand même de formation, de transmission, donc assez intense, et qui va marquer les esprits. C'est-à-dire au-delà de tous les contenus que je vais avoir, du PowerPoint qui va m'être transmis. C'est un moment qui va marquer les esprits. On sent bien. On va se souvenir de la journée, du temps et compris les choses. Il y a des déclics qui vont s'opérer dans ces moments de formation. Ok, merci. À la limite, dommage que tu sois d'énergie partagée. Hein, ça aurait été encore plus crédible si tu étais. On pourrait croire que. Non, mais en tout cas, pour avoir beaucoup travaillé ensemble cette année hein, sur les sessions, voilà, je pense que c'était sympa d'avoir aussi ton retour d'expérience, puisque tu as quand même bien travaillé sur cette dimension-là, et c'est sympa de nous donner justement un peu les résultats et ta méthode pour mettre en place ça. Donc, comme quoi, je le redis à l'ensemble des spectateurs, hein, quelle que soit votre origine, votre caractéristique, le réflexe, c'est vraiment d'en parler avec son animateur régional. Hein. Soit il pourra opérer lui-même l'information ou même la délivrer sur des temps comme il fait sur le module 1, hein, sur des temps personnels, et ça deviendra plus de l'accompagnement. Soit il va monter une action par différents biais. Il connaît aussi très bien tous les différents modes d'organisation de ce genre de session. Et comme quoi, l'interlocuteur vraiment à privilégier, c'est l'animateur régional. Aucun doute là-dessus. Donc, je vois qu'il y a une question de Pierrick. Quelle est la proportion de porteurs de projets particuliers et porteurs collectivités? Alors, en gros, là où on a encore un public à travailler, je vais dire, à travailler beaucoup, c'est plus sur les professionnels des ONR, où là, on peine encore un petit peu à les mobiliser. Mais sinon, on a à peu près, en général, une bonne moitié, on va dire, de porteurs de projets citoyens. Ensuite, on va dire un tiers de collectivités, hein, porteurs de projets ou non. Hein, soit ils sont porteurs de projets eux-mêmes, soit ils sont à l'affût pour aider une dynamique citoyenne. Donc, là, on arrive à 80% des effectifs hein, en moyenne, et une petite vingtaine de pourcents qui sont des professionnels des ENR. Alors, ce qu'on appelle professionnels des ENR, ça peut être des bureaux d'études, des développeurs, mais aussi des structures accompagnantes, des gens des MERCOP, des gens de différentes structures, des ALEC, des EIE, qui vont compléter un petit peu le panel de nos stagiaires en général sur une session de formation. Après, on est capable aussi de faire des sessions qui sont bien sûr 100% dédiées à un type de public en particulier, comme les collectivités, où aujourd'hui on sait absolument transformer tous nos modules pour que ça colle exactement aux besoins des collectivités, puisque ça fait maintenant un moment qu'on travaille avec le CNFPT, avec la FNCCR, donc toutes ces structures qui nous demandent d'avoir vraiment une vision 100% collectivité. Voilà, mais c'est vrai que l'intérêt aussi de ces sessions, c'est de pouvoir panacher les publics, et panacher les publics, ça apporte vraiment une dynamique particulière lors de ces journées où chacun se comprend mieux, et quand on se comprend mieux, on travaille mieux ensemble, hein, tout simplement après, puisque la réalité est dans la 9 cas sur 10 que si au moins les citoyens, les collectivités travaillent ensemble, et les choses se font, peuvent se faire, et que c'est très difficile de faire l'un sans l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive tout doucement au bout de ce webinaire. On n'est pas obligé de faire 1 heure non plus. Je vous enverrai le petit déroulé que je vous ai présenté. Donc, je ne vois pas de nouvelles
questions sur le fil de conversation. Bon. Donc, c'est qu'avec Vincent, on a été super clair. Hein, bravo, Vincent. Merci. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et à très bientôt. Au revoir. Une bonne journée.